Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, pour notre midi-conférence sur les 5 ans après la pandémie de COVID-19, je vais être accompagné de Antoine Genet-Grégoire, Tommy Gagné-Dubé et Suzy Saint-Cerny. Et on va faire une rétrospective là, et un peu de prospectif, mais surtout de qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les mesures, etc. Donc, on commence ça en vous présentant un peu pourquoi on a choisi de s'attaquer à ça. Donc, on se rappellera au printemps 2020, ça va rester longtemps inscrit là, dans notre mémoire en termes de capacité d'adapter nos politiques publiques à une crise qui était sans précédent. Euh, Juste à titre de rappel, là, tout est allé quand même assez vite. Le 10 mars 2020, le ministre des Finances présentait son budget à Québec au centre des congrès où il y avait des centaines de personnes qui étaient réunies. Le lendemain, je le commentais à la radio du 98.5 et pendant l'entrevue, l'OMC annonçait, déclarait que c'était une pandémie mondiale. Mais nous, à la chaire, on avait déjà des soirées d'impôts de prévues. Et donc, le soir même, on a fait une soirée impôt pour expliquer les déclarations, les nouveautés. On a fait ça à Longueuil en présentiel. On est juste allé acheter un peu de Purel avant que ça commence. Donc, tout se passait très vite. Au début, on n'était manifestement pas prêt. Et une fois en télétravail, ce qu'il fallait comprendre, c'est que la chaire, on était déjà beaucoup. Il y a beaucoup on est peu de chercheurs, mais les chercheurs travaillent souvent de chez eux et on était déjà habitués d'être en télétravail. Donc, on s'est rapidement mis en mode de vulgarisation, expliquer les nouveaux programmes, les questions-réponses que les gens avaient. On a fait ça sur une base quotidienne avec l'Association des fiscalistes, la PFF. On diffusait à leurs membres et donc on a fait ça là, pendant un bon bout. Et là, on s'est dit, ben, 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on en retient? Et c'est un travail là, qui a été fait là, sous la direction de Michael Robert Anger, donc qu'on remercie, là, et qui nous permet d'avoir cette présentation-là aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous donne un peu le plan de la présentation. Évidemment, un bref contexte sanitaire, les rétrospectives économiques, là, quels ont été les impacts de mettre l'économie sur pause? Évidemment, les impacts également qui se sont répercutés sur les finances publiques, alors que les revenus baissaient et les dépenses augmentaient par la mise en place de nouveaux programmes. On va regarder un peu les grandes phases là, de ce plan d'intervention-là avec les programmes les plus marquants et on va terminer avec quelques constats, leçons apprises pour savoir comment on pourrait faire mieux la prochaine fois. Donc, sans plus tarder, on embarque dans le contexte sanitaire. Merci, Luc. Dans le contexte sanitaire, essentiellement, je vais vous donner la ligne du temps qui va être la nôtre pour le reste de la présentation. Donc, ici, vous avez l'évolution des décès liés à la COVID de essentiellement mars 2020 jusqu'à mai 2022. Donc, on revoit le tout début de la crise et on voit les pointes qu'on a associées avec les variants, donc la pointe du variant Delta aux alentours de la fin de l'année 2020 et la pointe du variant Omicron en 2022. C'est ce qui va un peu nous suivre là, tout au long de cette présentation-ci. Dans les premières phases, comme Luc l'a dit, les choses bougent extrêmement vite. Donc, ici, on a un rappel des principales fermetures en 2020. Vous voyez que sur 9 jours, on a fermé les centres sportifs, les bars, les salles de spectacle, les garderies, les écoles, les centres commerciaux. Et ensuite, le 24 mars, essentiellement, on a fermé tout. On a arrêté de catégoriser, on a juste tout fermé ou presque. Donc, ça, c'était la première étape. Et après ça, évidemment, il y a eu l'accalmie, dans une certaine mesure, l'accalmie estivale, où on s'est mis un petit peu, une fois passé le choc initial, à réouvrir certaines choses, mais encore là, avec beaucoup d'espacement pour différents secteurs en fonction de leur importance économique et du risque qu'on pouvait évaluer qu'il y avait dans ces milieux-là, risque qu'on évaluait au mieux de nos capacités à ce moment-là. Donc, ça a commencé par le secteur minier, ensuite la construction et la rénovation résidentielle, et ça a surtout terminé dans les secteurs fortement touchés, donc la restauration, les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas, pour finalement qu'on réouvre presque l'entièreté des secteurs au 3 juillet. Réouvert, mais évidemment avec des restrictions très importantes. Et dans les phases subséquentes, donc dans les reprises de cas importantes qu'on vient de voir, on a refermé des choses, mais on n'a jamais refermé autant de choses
qu'à l'hiver et au printemps 2020. Donc, particulièrement, ce qui a été ouvert et refermé quelquefois, ce sont les commerces non prioritaires aux alentours de Noël, qui est une des périodes les plus critiques dans toutes les pointes qu'on a eues de retour de cas en nombre important. Évidemment, on va parler beaucoup de fiscalité et de finances publiques, mais il faut avoir en tête que dans cette période-là, les gouvernements ont mis en place toutes sortes de mesures de restriction, donc des mesures réglementaires. Ici, on a un peu un indice de la rigueur de ces mesures-là qui a été compilé par la Banque du Canada. Le Québec et l'Ontario sont les provinces où on a eu les restrictions sanitaires les plus sévères à travers le Canada. Donc, ça passe par toutes sortes de choses, la fermeture d'écoles, la fermeture de commerces, la restriction au déplacement à l'intérieur des provinces, entre les provinces, les déplacements internationaux, en plus de, disons, la rigueur de l'application de ces mesures-là. Donc, à quel point on faisait du contrôle sur la situation des gens. Dans les différences peut-être notables, vous voyez vers la fin à droite dans le graphique, il y a les couvre-feux du Québec, où on se retrouve avec... le Québec était plus sévère que l'Ontario. C'est beaucoup à cause que nous, on a mis en place un couvre-feu et on l'a éliminé graduellement, mais sur relativement longtemps, jusqu'à l'été 2022. Alors, je prends la relève en vous présentant une rétrospective économique. Donc, bien sûr, les restrictions sanitaires ont eu des répercussions économiques négatives majeures. Ça a été le cas ici, ça a été le cas au Canada et ça a été le cas un peu partout dans le monde. Donc, c'est là où on en est. Dans la publication, on vous présente plusieurs indicateurs économiques. Je vous en donne un aperçu ici. Si on pense à fermeture de l'économie, bien sûr, on va penser à fermeture des commerces. Donc, un choc important pour les ventes dans le commerce de détail, dans l'industrie manufacturière. Donc, on voit facilement les pointes à la baisse dès la fermeture. On voit que dans le cas du commerce de détail, le retour s'est fait relativement rapidement dès qu'il y a pu avoir une réouverture. On a retrouvé le niveau pré-pandémie dans les ventes dès juin 2020. Dans le cas de l'ensemble des industries manufacturières, ça a été plus tard, en janvier 2021. Dans le cas de la construction aussi, ça a été peut-être un petit peu plus rapide dès que c'était ouvert. Donc, selon le secteur, les différences vont être plus ou moins grandes. Donc, c'est certain. Si on va maintenant vraiment à la valeur de la production, donc baisse, fermeture, on parle d'effet sur le PIB réel. Là aussi, on est, selon l'industrie, l'effet ne sera pas nécessairement le même. Ce qu'on note ici, c'est le PIB par industrie mensuelle. On est en avril 2020 et on compare à février 2020, donc juste avant la pandémie. L'ensemble des industries est en recul de 23 %, donc on est à 77 % du niveau pré-pandémique. Donc, selon les industries, comme je le disais, ça va varier. Donc, commerce de détail, fabrication, le recul est entre 23 et 35 %. Dans le cas de la construction, le recul est majeur, donc on parle de 74 %. Hébergement, restauration, art et spectacle, le choc outil est très grand, donc on voit que c'est vraiment important. Autre élément, on est dans le PIB, donc baisse importante d'un mois à l'autre, mais dans le cas de l'année, ça s'est répercuté aussi, bien sûr, sur les chiffres de PIB. Donc, d'un point de vue annuel, en 2020, c'est une baisse de 5 % du PIB réel au Canada, c'est 4,7 % au Québec. Par contre, c'est suivi l'année suivante par un rebond qui est très important. En termes de PIB réel, des croissances de 6 % et de 7,3 % pour le Québec, c'est quand même important. Donc, on voit le choc passé, surtout sur l'année 2020. Donc, la relance, c'est relativement bien faite. Autre indicateur important, bien sûr, c'est l'emploi. Donc, dans le cadre de l'emploi, encore une fois, on voit très bien le choc important pour l'ensemble des entreprises. C'est une baisse de 17 % lors
deuxième trimestre de 2020 par rapport à ce qu'on avait connu au dernier trimestre de 2020 pour l'ensemble des industries. Le retour se fait graduellement et on dépasse le niveau d'emploi pré-pandémique lors du quatrième trimestre de 2021. Encore là, selon le secteur, il y aura des effets qui vont être plus ou moins longs. La construction, l'effet a été très négatif, mais ça a été sur une période beaucoup plus courte, tandis que dans les secteurs très affectés par les consignes sanitaires, donc la distanciation sociale dont on parlait beaucoup à l'époque, donc services d'hébergement et de restauration, arts, spectacles et loisirs, la baisse de l'emploi, on est au-delà de 50% et le retour est beaucoup plus lent pour revenir à des niveaux pré-pandémiques. Donc, des chocs importants qui finissent malgré tout par passer. Finalement, on ne peut pas passer à côté de l'indicateur d'inflation, donc l'indice des prix à la consommation. La variation au moment de la pandémie ou autour de la pandémie, il y a un recul important de la croissance de cet indice-là. Donc, on a des taux d'inflation qui sont même en deçà de la fourchette cible de la Banque du Canada, donc en deçà de 1%. On a même un taux négatif lors d'un mois. Par contre, ce qui a suivi, c'est une hausse qui a été généralement soutenue de l'inflation jusqu'au sommet qu'on a connu au Québec, qui est en juin 2022. Il est généralement reconnu que les mesures de stimulation économique peuvent avoir contribué à ces facteurs-là, à la hausse de cette inflation-là, mais ce n'est pas les seuls facteurs. Il y a eu beaucoup d'éléments dans cette période-là. Donc, c'est multifactoriel. On a parlé de bris de chaîne d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, etc., donc qui nous a amenés vers ce taux-là. Aujourd'hui, on en est finalement sorti. On est de retour dans la fourchette cible. Donc, ça fait le tour des principaux indicateurs. Où est-ce que c'était avant et où est-ce qu'on se retrouve maintenant? Oups, ton micro, Luc. Nous voilà rendus à parler de rétrospective de finances publiques. Évidemment, une fois qu'Antoine a présenté le contexte sanitaire, les effets sur l'économie que Suzy vient de présenter, on se doute bien que ça a également eu des répercussions sur les finances publiques. Et donc, ici, on débat, on commence en regardant du côté du gouvernement fédéral. Et lorsqu'on regarde du côté du gouvernement fédéral, on regarde l'évolution des dépenses. Bien, sans surprise, avec le plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la crise de la COVID-19, qui comprend l'ensemble des programmes qu'on va aborder un peu plus loin, bien, sans surprise, lorsqu'on regarde ça en proportion du PIB, bien, on se retrouve avec 29% de dépenses fédérales en proportion du PIB, un sommet là, inégalé du côté du gouvernement fédéral. Et ici aussi, ce qu'on peut voir, c'est quand on compare avec l'ampleur que le gouvernement avait fait en termes d'intervention pour sortir de la crise financière, bien, on constate effectivement qu'il n'y a pas de commune mesure entre les dépenses qui ont été faites dans le contexte de la COVID-19. Évidemment, tout ça s'est répercuté sur les déficits, encore une fois. Donc, un déficit avec l'importance en proportion du PIB, l'élément le plus fort déficit depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit encore une fois, si on voulait se comparer à la crise financière, que ça n'a pas de commune mesure. Donc, un impact important. Par contre, on voit qu'on revient assez rapidement dans la zone à peu près où nous étions avant la pandémie, quand même un peu plus élevé, mais le gouvernement fédéral nous avait habitués depuis 2015 jusqu'à avant la pandémie à avoir des déficits qui étaient un peu modestes. On voit que là, les déficits, on est revenu dans cette zone-là, mais sont un peu plus prononcés, avec un déficit de 2,1% du PIB en 2023-24. Ici, on prend 2 secondes pour regarder dans les dépenses fédérales, qu'est-ce qu'il y a eu en matière de transferts fédéraux. Bien, les transferts fédéraux là, qui étaient plus spécifiques à la COVID ont eu une importance d'à peu près 28 milliards de dollars là, pour l'année 2020 et ce qui représentait dans le fond des transferts fédéraux par rapport aux transferts habituels, là, une augmentation de 26,5%. Et maintenant, si on cible un peu plus du côté des dépenses fédérales, si on regarde les principaux transferts qu'on faisait aux particuliers, en pointillé, c'est la tendance. Donc, on voit qu'effectivement, on a fait beaucoup plus de transferts aux particuliers
en milliards de dollars durant la pandémie, mais on voit qu'on est revenu grosso modo à la tendance. Donc, par la suite. Donc, c'était des mesures qui étaient ponctuelles et une fois les mesures passées, on revient à la tendance. Par contre, si on regarde pour les transferts aux provinces, bien, on s'aperçoit que oui, il y a eu une augmentation des transferts pendant la pandémie. On était à peu près revenu à la tendance, mais là, on voit qu'il y a quand même là, des transferts qui sont plus importants que la simple croissance tendancielle. Ça s'explique par la mise en place de nouveaux transferts, notamment pour le système pan-canadien de services de garde et également des bonifications aux transferts pour la santé. Mais tout ça a fait en sorte que le fédéral a des transferts qui évoluent un peu plus vite que la tendance historique. Et si on regarde du côté des charges de programme directs du gouvernement, donc qui ne relèvent pas des transferts aux particuliers ou aux provinces, bien là, on voit que oui, durant la pandémie, ça a beaucoup augmenté et c'est sans doute là qu'on est le moins revenu à la tendance. Donc, au fil des budgets, on a rajouté des programmes directs du gouvernement fédéral pour la rénovation énergétique dans le budget de 2021, pour l'enfance dans les Premières Nations dans la mise à jour économique de 2021, des crédits d'impôt à l'investissement dans les énergies propres dans le budget 2022 et suivant, etc. Là, donc, vous voyez que le renforcement de la défense nationale dans le budget 2024, c'est tous des programmes directs qui ont tendance à avoir une certaine cassure post-pandémique par rapport à la tendance qui prévalait auparavant. Je regarde du côté de l'endettement cette fois, donc j'attire votre attention. Du côté du graphique de gauche, on parle des intérêts sur la dette en proportion des revenus que le gouvernement fédéral collecte. Bien, ça a déjà été beaucoup plus important. On constate qu'il y avait une diminution pour un creux là, en 2021 avec les taux d'intérêt extrêmement bas, mais on peut quand même voir qu'il y a une augmentation, rien de catastrophique, mais c'est grosso modo ce qu'on a observé autour du début des années 2010. Donc, mais on voit que les projections nous amènent à une certaine stabilisation de ça, mais comme je vous disais, au niveau de 2010. Si on va dans le graphique de droite, on parle de la dette nette en proportion du PIB. Évidemment, les déficits causés par la pandémie ont fortement augmenté la dette, ce qui était un contraste par rapport à la relative stabilité des années 2010. Mais on constate par la suite que les projections nous ramènent sur une légère tendance à la baisse, mais à un niveau qui est plus élevé. Donc, on est loin d'avoir retrouvé notre niveau d'endettement en proportion de l'économie que nous avions avant la pandémie. Donc ça fait un peu le tour du côté des effets de la pandémie sur les finances publiques du côté fédéral. Si on regarde maintenant du côté du gouvernement du Québec, encore un peu la même logique de présentation. D'abord, regarder quels ont été les effets sur les dépenses. Ben oui, les dépenses en proportion du PIB au Québec ont également augmenté en proportion. Donc, un sommet également ici qu'on peut voir. Mais on n'a pas toujours retrouvé notre niveau pré-pandémique à ce jour. On a une tendance à la baisse, mais on est toujours à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie. Si on va voir du côté des déficits, c'est un peu le même scénario qui se produit. Donc, un déficit en proportion du PIB qui était important, 2,4 %, mais dans un contexte pandémique qui n'était pas si important que ça. On avait déjà vu pire. Ce qu'il faut comprendre aussi au Québec, c'est qu'on a une loi sur l'équilibre budgétaire. Elle avait été suspendue parce qu'elle était trop rigide au moment de la pandémie. Pendant 2 années, en 2023-2024, un plan de retour à l'équilibre budgétaire a été présenté. Par contre, au même moment, à l'Assemblée nationale, on faisait des changements dans la loi sur l'équilibre budgétaire en vue de sa modernisation, si bien que lorsque la nouvelle loi a été mise en place, ça a été interprété par le gouvernement comme un droit de représenter un nouveau plan de retour à l'équilibre budgétaire, un plan qui sera présenté dans le prochain budget du Québec et avec un retour à l'équilibre budgétaire en 2029-30 dans un contexte actuel. Donc, mais dans cette nouvelle loi sur l'équilibre budgétaire-là, le ministre aurait la capacité de représenter un nouveau plan, même s'il en présente un en mars prochain, si les conditions économiques se détérioraient. Donc, l'histoire reste donc entière. Si on regarde, tantôt on a regardé les transferts fédéraux, si on regarde maintenant ce qu'a reçu le gouvernement du Québec en proportion des dépenses liées à la COVID que le gouvernement du Québec a fait, on constate que les transferts fédéraux ont peut-être représenté 30 des dépenses COVID associées au gouvernement du Québec de manière spécifique là, dans ces dépenses.
Si je reviens avec une tendance, comme on l'avait fait pour le gouvernement fédéral, donc l'ensemble des dépenses de portefeuille est en croissance au-dessus de la tendance. Puis si on regarde du côté des dépenses de santé et services sociaux, on a la même histoire, donc encore plus marquée, des dépenses de santé et services sociaux qui ont une cassure par rapport à la tendance et qui expliquent probablement la croissance hors tendance du côté de l'ensemble des dépenses de portefeuille. On regarde du côté des intérêts sur la dette en proportion des revenus budgétaires. Du côté fédéral, on disait qu'on voyait une hausse là, depuis 2021, ce qu'on ne voit pas du côté du Québec. Là. Donc, sont sensiblement, là, les services de la dette en proportion des revenus sont sensiblement les mêmes en 2024 ou 2025 que ce qu'on observait en 2019. Et si on va du côté du graphique de droite, donc le graphique de droite avec les dettes nettes en proportion du PIB. Donc, on voit qu'il y a eu évidemment une augmentation dans le contexte pandémique, mais on est loin du sommet que nous avions déjà vu au début des années 2010 ou dans la première portion des années 2010. Et encore une fois, on se retrouve à peu près avec une dette nette à peu près au même niveau en 2025 qu'on observait en 2019. Ici, je prends quelques instants juste pour vous parler là, en matière d'impact sur les finances publiques, de la grosseur de l'intervention du gouvernement du Québec. Donc, si on prend les mesures directes liées à la COVID, puis qu'on le divise par le PIB qu'on observait l'année précédente à la COVID, c'est au Québec qu'on a la deuxième plus forte intervention, donc derrière la Colombie-Britannique. Mais donc, on a eu une intervention qui était quand même assez costaude. Il faut quand même le garder à l'esprit dans ce contexte-là. Donc, à environ le 3,4 du PIB de mesures directes en lien avec la COVID. Si on va, au lieu de se comparer avec les provinces, on se compare à l'international cette fois, puis qu'on prend le Canada dans son entièreté, donc l'ensemble des administrations publiques. Et là, on regarde les interventions sous forme de dépenses additionnelles ou revenus perdus. Mais là, on constate encore une fois que le Canada était dans le tiers supérieur en termes de le plus fort impact de l'intervention. Donc, on est à 15,9 %. Là, ici, là, il y a les pays de l'OCDE n'ont pas tous intervenu de la même manière. Il y a différentes façons d'intervenir, mais on peut reconnaître là, que les interventions de soutien de revenus, ça a été les mesures les plus importantes, mais il y a aussi toutes sortes de reports là, qu'on avait ici et ailleurs là, en termes de report de paiement des impôts, de la TVA, etc., report des dates de paiement, report de certains autres paiements d'impôts et la mise en place de certains incitatifs fiscaux. C'était des mesures qui étaient quand même assez importantes dans une large proportion de pays de l'OCDE. Ici, je veux juste vous montrer encore une fois, on prend l'ensemble des administrations publiques au Canada ou dans les pays et on regarde le solde budgétaire qui prévalait dans l'année qui a précédé la pandémie. Et donc, le Canada, ensemble des administrations publiques, était à l'équilibre budgétaire en 2019. Si on regarde pour 2020, il y a un changement qui est assez contrasté, un changement qui est drastique. Le Canada devient le troisième pays avec le déficit de l'ensemble de ses administrations publiques le plus important. Puis si on regarde l'année qui suit, on voit que la situation se rétablit quand même assez rapidement, où on devient dans la moitié des pays avec les déficits les moins élevés. Donc, une position un peu plus enviable en 2021 qu'en 2020. Donc, ça veut dire que nos mesures étaient quand même... On a réussi à avoir des mesures qui étaient assez ponctuelles et ciblées. Pas ciblées au sens, assez ponctuelles, ciblées dans le temps, je devrais dire, pour que ces mesures-là, une fois effacées, nous ramènent dans des déficits qui étaient dans un ordre d'importance moindre. Je fais la même chose du côté de la dette à l'international. Donc, le Canada avait la 9e dette la plus importante en proportion du PIB, la dette brute. Quand on voit arriver l'année 2020, bon, c'est sûr que dans tous les pays, le poids de la dette en proportion du PIB a augmenté, mais nous, notre changement, c'est on passe de la 9e à la 7e position. Donc, oui, il y a une aggravation, mais on n'a pas un changement de bâtonnet qui est quand même assez marqué. Puis si on s'en va en 2021, encore une fois, on reste au même positionnement qu'en 2020.
avec un déficit en proportion du PIB qui est moins important, mais on a le même classement en 2021 qu'on avait en 2020, avec une légère dégradation par rapport à ce qu'on avait observé en 2021. On est donc, maintenant qu'on a fait le tour des finances publiques, merci Luc, on va passer un petit peu plus en détail, vous donner un aperçu là, vraiment à quoi ça ressemblait ces interventions-là, quelles ont été les grandes phases des interventions des administrations publiques au Canada et au Québec. Dans l'analyse, on les a séparées, les interventions, en 4 étapes ou en 4 groupes, dans 4 phases finalement. Réaction initiale, déploiement, ajout et ajustement et relance. Donc, naturellement, nous, on les coupe au couteau, là, mais dans la vraie vie, ça, c'était pas si évident que ça de se retrouver comme ça. Malgré tout, on a trouvé des éléments communs qui expliquent les plus grandes interventions ou des caractéristiques communes à ces interventions-là. On les reprend une à la fois à tour de rôle. Donc, je commence donc avec la réaction initiale. Dans la réaction initiale, on a eu les interventions de la Banque du Canada. Ce sont donc les premières interventions qui sont apparues à peu près dès le 11 mars 2020. Parmi ces interventions-là, il y a eu, bien sûr, la baisse du taux directeur. On le sait qu'il y a eu 3 baisses à l'époque. Donc, au mois de mars 2020, on s'est passé de 1,75 à 0,25 %. D'autres interventions, achat d'obligations, assouplissement quantitatif, tout ça, c'était grosso modo pour d'abord donner accès à des liquidités à des coûts qui n'étaient pas très élevés et aussi rétablir, stabiliser les marchés financiers. Donc, c'était l'objectif principal des interventions de la Banque du Canada. On les passe pas plus en revue. Est-ce que ça a été trop passé? Il y a plusieurs, mais dans l'analyse, on va un petit peu plus loin pour ceux qui sont intéressés. Du point de vue du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec, la réaction initiale, on est allé vers des programmes qui étaient existants à l'assurance-emploi. Donc, il y a eu le programme de travail partagé qui a été modifié pour essayer de l'assouplir. Il y a aussi eu élimination des semaines d'attente pour la prestation de maladie de l'assurance-emploi. Donc, ça, c'est les premiers gestes que le gouvernement fédéral a posés. Quelques jours après, le gouvernement du Québec dit on ne couvre pas les travailleurs autonomes dans ce cas-là. Ils n'ont pas accès à l'assurance-emploi maladie. Donc, je mets en place une prestation pour couvrir les travailleurs autonomes en cas de maladie des proches ou de maladie d'eux-mêmes. 2 jours plus tard, le gouvernement fédéral annonce de son côté de nouvelles prestations, allocations pour soins d'urgence, allocations de soutien d'urgence qui couvrent exactement les mêmes personnes, donc les travailleurs autonomes à peu près, surtout ça aussi, donc qui ne seraient pas couverts par l'assurance-emploi. Et donc, ce que Québec va faire, c'est qu'il va dire donc on va se retirer tranquillement de cette mesure-là parce que le fédéral le fait. Je vous rappelle que d'un point de vue des compétences, l'assurance-emploi, c'est une responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, il prend donc sa place. Donc, les gouvernements réagissent rapidement, les deux. Donc, on se retire quand l'autre gouvernement, donc pour éviter, dans ce cas-là, une surenchère des mesures. Mais dans certains cas, il y en a de chacun des gouvernements. Dans cette phase-là aussi, on voit aussi des initiatives pour augmenter les liquidités et des particuliers des entreprises. Dans le cas des particuliers, il y aura bonification du crédit TPS et de l'allocation canadienne pour enfants. On veut donc redonner de l'argent. Dans ce cas-là, qu'il y ait ou non des liens avec la pandémie, des pertes, qu'il n'y a pas nécessairement besoin de pertes pour la pandémie, mais on utilise des mesures existantes pour ajouter de la liquidité pour les entreprises. C'est là qu'on verra les premiers programmes notamment de prêts ou de garanties de prêts qui sont offerts et par le gouvernement du Québec et par le gouvernement fédéral. Donc, beaucoup de mesures mises en place rapidement. Dans la phase de déploiement qui est temporellement très courte, mais en termes de finances publiques est probablement la plus importante, c'est quand on se rend compte que la première salve de mesures n'est pas à la hauteur de l'ampleur de la crise. Et donc, notamment l'assurance-emploi ne fournit pas, et donc on la remplace à toute fin pratique par la prestation canadienne d'urgence. C'est vraiment la semaine du 23 mars où ces choses-là se déboulent très rapidement, les principales. Donc, la prestation canadienne d'urgence d'un côté qui est reçue directement par les personnes et de l'autre côté, des entreprises ont mis en place 3 programmes, mais le principal, subvention salariale d'urgence du Canada, qui est aussi le
le cousin du programme de travail à l'assurance-emploi, travail partagé à l'assurance-emploi, donc un énorme programme pour subventionner les salaires au sein des entreprises. On met aussi en place un compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, donc pour les liquidités, et une subvention d'urgence pour le loyer, donc pour permettre aux entreprises de garder leur local et aux locataires de ne pas de continuer de recevoir des paiements, même si l'activité économique se détériore très rapidement. Une fois qu'on a mis en place ces 4 programmes-là qu'Antoine vient de parler, évidemment, on est rentré dans la phase d'ajout et d'ajustement. Donc, quand on pense à des ajustements, on en a eu de toutes sortes, là. Par exemple, à la PCU, là, au début, on ne devait pas gagner un sou, là. Donc, on avait eu des cas, nous, quelqu'un, exemple, un musicien à l'OSM, mais qui donne 1 heure d'enseignement dans un collège, et parce qu'il recevait 75 par semaine, ben, il n'était pas admissible à la PCU. Et donc, c'est le genre d'ajustement qui a amené à des critères. Là. On va y revenir un peu plus loin, mais c'est le genre d'ajustement qui a amené des critères. Des entrepreneurs là, qui avaient fait le choix de se rémunérer sous forme de dividendes et donc n'étaient pas salariés. Et donc, quand techniquement, il n'y avait pas de perte d'emploi, il n'y avait pas de perte, il n'y avait pas gagné 5 000 de salaire dans l'année précédente. Et donc, là, il y a eu des changements. On a rajouté aussi des possibilités d'être rémunéré sous forme de dividendes. Donc, ça, c'est arrivé comme ajustement plus tard. Dans les ajouts, on s'est rapidement aperçu aussi qu'il y avait des difficultés là, dans la dotation des ressources humaines. Donc, les gens qui avaient la PCU, certains trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup plus. Donc, pour les travailleurs essentiels, on a mis en place là, le PIRT, là, donc un programme pour la rétention de travailleurs essentiels. On leur versait de l'argent pour qu'il y ait un peu plus que le salaire qui était offert par les emplois faiblement rémunérés. Et là, ça, il y a eu un partage de coûts avec le fédéral. On a aussi eu un peu plus loin des étudiants qui s'apprêtaient à rentrer sur le marché du travail pour des emplois d'été qui n'étaient pas admissibles à la PCU. Et donc là, on a dit on va mettre en place la PCU étudiante. Il y avait au fil de ça des aînés qui trouvaient que tout le monde avait des mesures, mais qu'eux n'avaient rien. Et donc, même s'il n'y avait pas une véritable notion de perte de revenus dans certains cas, bien, il a fallu attribuer des programmes aux aînés. Donc, on a fait des bonifications à la pension de sécurité de la vieillesse. On y reviendra plus loin, mais c'est des mesures, c'est le type d'ajout qui a été fait en cours de route dans les semaines qui ont suivi la mise en place là, des premières phases d'intervention. Donc, on passe maintenant à la dernière grande phase d'intervention, celle de la relance. Puis c'est dans cette phase-là qu'on est passé des programmes généraux vers des programmes qui étaient plus ciblés. Il y a 3 prestations de relance, donc la PCRE, la PCMR puis la PCREPA qui viennent prendre la relève de la PCU, mais on revient un peu plus loin sur ces prestations-là. Puis lentement, on s'est dirigé vers la sortie des programmes. Donc, on est passé d'un mode de soutien du revenu à un mode davantage de relance économique, puis finalement d'élimination des mesures. C'est les secteurs les plus touchés par la distanciation physique, puis ceux qui auront enregistré les plus fortes pertes d'emploi qui vont bénéficier d'une attention particulière jusqu'à la fin. Puis comment ça s'est traduit dans les programmes? Mais par exemple, au Québec, on a ajouté en 2020 le volet aide aux entreprises en région en alerte maximale, donc l'ARAM, au programme d'aide d'urgence aux PME, donc le POPME, puis au PACT. En février 2021, on a bonifié ce même ARAM-là, puis on a annoncé une aide aux entreprises du secteur du tourisme. Au fédéral, en novembre 2020, on a annoncé des paiements supplémentaires d'allocation canadienne pour enfants pour les enfants de moins de 6 ans. En décembre, on a annoncé un prêt additionnel au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Puis en 2021, on a vu que, on a eu par exemple le programme d'embauche pour la relance économique, le PEREC, qui celui-là avait pour but d'encourager les employeurs à embaucher ou à réembaucher des employés le plus vite possible. Puis finalement, en octobre, on a annoncé le programme relance pour le tourisme, puis l'accueil, le PRTA, le programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées. Puis presque tout de suite après, on a eu la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, le PCTCC. Quelles leçons on peut apprendre de ces différentes phases-là? Suzy, je ne sais pas si tu peux avancer la diapo. Je vais le faire. Ah oui, parfait. Super. Suzy le fait. Merveilleux. Donc, premièrement, le ciblage de certaines prestations ont été déficients dans plusieurs cas. Donc, rapidement, on peut notamment penser à l'ACE où on a créé des nouveaux bénéficiaires à revenus élevés qui n'avaient pas nécessairement besoin de ces prestations-là.
Du côté de la PSV, ben, le fait que le supplément n'était pas lié à une perte de revenus, puis en plus qui était non imposable alors que la PSV l'est, normalement, ça manquait de cohérence. Ensuite, du côté des assouplissements, il y a une distinction à opérer entre ceux qui portaient sur vraiment le report de la date de production puis ceux qui visaient le report des paiements. Pour la date de paiement, l'objectif, c'était que les contribuables puissent conserver des liquidités. Donc ça a généralement été atteint. Pour les reports de date de production, l'objectif, c'était surtout de ne pas pénaliser des particuliers qui avaient besoin d'assistance pour produire. Par contre, ça a amené des désavantages dans le calcul des prestations socio-fiscales pour l'année qui a suivi. Donc, il y aurait une réflexion à faire pour travailler autant que possible à automatiser la déclaration des revenus d'une partie des contribuables pour éviter ce type d'enjeu-là dans une prochaine crise. Puis finalement, sur les programmes du Québec qui offraient des liquidités aux entreprises, bien, on a notamment constaté que le pacte a été sous-utilisé. Puis une des explications, c'est qu'il y avait plusieurs options de financement pour les entreprises qui étaient là en parallèle. Donc, il y avait beaucoup d'offres. La vérificatrice générale du Québec a noté notamment que les critères d'admissibilité du pacte qui ont été rendus publics par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, puis par Investissement Québec, qui administrait le programme, étaient incomplets puis manquaient de transparence. Donc, il pourrait aussi contribuer à la sous-utilisation. Puis de l'autre côté, on a un programme qui a été très utilisé, donc le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le POPME, qui est administré, lui, par les MRC, mais une des critiques qui a été fait, c'est que les critères d'admissibilité n'étaient pas administrés uniformément. Donc, il y aurait un travail à faire de ce côté-là aussi. Donc, parfait. Nous voilà donc rendus à le retour sur les mesures marquantes. Là, vous avez vu déjà avec Tommy et moi, on a commencé à avoir une abondance d'acronymes. Donc, on va continuer dans les prochaines diapos. Là. Donc, on va revenir sur les mesures aussi, que les 4 principales mesures qu'Antoine a parlé tout à l'heure, là, ayant le plus grand impact de soutien financier, donc prestations canadiennes d'urgence et les autres. On les reprend un peu. Là, donc, on ne peut pas faire un retour sur les 5 ans de la COVID sans parler de ce qu'on appelle la PCU, Prestation canadienne d'urgence. Donc, c'est sans doute la mesure la plus associée à la pandémie. Donc, on voit ici, 25 mars, on annonce la mise en place de la PCU. L'objectif principal, c'était d'envoyer de l'argent rapidement aux gens et que la mesure soit le plus universelle possible et donc le plus simple possible. La plupart des pays ont opté pour alléger ou faire cette intervention-là par leur programme d'assurance-emploi. Mais ici, il y avait la faiblesse de l'assurance-emploi ne permettait pas de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retourné vers un programme. Un programme, là, on dit qu'il remplace, dans la semaine qui a précédé l'annonce du 25 mars, le gouvernement fédéral avait déjà annoncé allocation de soins d'urgence, allocation de soutien d'urgence. Ces programmes-là n'ont jamais vu le jour. Mais clairement, là, il y avait déjà le programme d'assurance-emploi qui existait et c'est la PCU là, est venue remplacer. Et avec un autre élément administratif particulier, c'est qu'il y avait 2 organismes ministères qui géraient ça. Donc, on était soit Emploi Canada ou soit à l'Agence de revenus Canada. Donc, on était à 2 endroits différents selon où on avait fait la demande initiale. Et ça peut amener plus tard un peu des constats qui pourront être faits. Là, on ne rappellera pas tout ce qui s'est fait, mais les paramètres initiaux, c'était 500 $ par semaine, rétroactif au 15 mars, avoir au moins 15 ans, avoir cessé de travailler en raison de la COVID, puis avoir gagné 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédents. Et au départ, on parlait de prestations qui dureraient 4 mois, donc 16 semaines. Ça, c'était le déploiement de la mesure. Rapidement, on a fait des ajustements. J'en ai déjà évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais on a élargi les critères initiaux. Donc, pour permettre notamment de pouvoir gagner jusqu'à 1 000 $ par mois. On a prolongé une première fois de 8 semaines. On a prolongé une deuxième fois de 4 semaines, mais en disant que c'était la dernière fois qu'on prolongeait, qu'on était pour transiter vers des programmes de prestations de relance. Finalement, la PCU aura duré du 15 mars au 3 octobre, donc on peut dire qu'elle aura duré 6 mois. Il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de la PCU. On parle de près de 9 millions de demandeurs dans l'ensemble canadien. C'est un programme dans lequel on a versé près de 82 milliards de dollars et en moyenne, les demandeurs avaient 9 200 $. Puis si on regarde de manière un peu plus spécifique au Québec, on s'aperçoit qu'on a eu une proportion des demandeurs un peu plus élevée que la proportion des emplois dans l'ensemble canadien.
quelques constats. Qu'est-ce que quelques constats qui peuvent être faits là, à la lumière de la PCU, là? Donc, c'est un programme qui a été fait dans la précipitation et il fallait donc agir vite. Donc, les critères sont larges, mais parfois, ils étaient mal définis. Et donc, on se retrouve là avec des travailleurs un peu moins visés que d'autres. Donc, des travailleurs, surtout des travailleurs étudiants, des travailleurs à temps partiel qui pouvaient se qualifier facilement et avoir comme la prestation avait des montants fixes, certains avaient des gains en tombant sur la PCU par rapport aux revenus qu'ils faisaient auparavant. Et là, alors que d'autres, parce qu'on avait fixé à 500 la PCU, si les gens à plus haut salaire étaient tombés sur l'assurance-emploi, bien, il y aurait eu des prestations d'assurance-emploi qui auraient pu atteindre 573 par semaine. Donc, en fixant à 500 tout le monde, il y en a qui ont eu des gains de revenus, puis il y en a qui avaient des pertes de revenus par rapport au véritable régime de l'assurance-emploi. Donc, ça, faut le garder en tête. Et au final, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de critères de recherche d'emploi dans le programme qui avait été conçu rapidement. Et donc, une fois que les gens étaient à la PCU, je comprends que la durée était d'abord 16 semaines, rajouter 8, rajouter 4. Mais si les employeurs rappelaient les gens, ben les gens ils disaient, mais moi, je ne suis pas obligé, je suis sur le PCU. Et donc, il n'y avait pas de critère d'être à la recherche d'un emploi ou d'accepter le retour d'appel de l'employeur. Ça, c'est peut-être une lacune en termes de constat. Et on peut aussi aborder l'enjeu de l'incitation au travail. Rapidement, on a décelé ça en offrant des mesures uniformes de 500 $. Donc, les gens qui étaient au salaire minimum, dans une première colonne ici, là, vous voyez là, ici, dans une première colonne, là, quelqu'un qui continuait à travailler durant toute la pandémie, qui n'avait pas droit à la PCU parce qu'il maintenait son emploi, sur une base annuelle, aurait eu droit à un peu moins de 22 000 $. Mais quelqu'un qui perdait son emploi et qui avait 4 mois de PCU se retrouvait avec un revenu disponible annuel plus élevé que celui qui n'avait pas perdu son emploi. Donc, déjà, il y a un petit paradoxe ici. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a ajouté à ceux qui étaient dans les secteurs essentiels et qu'on voulait qu'ils continuent à travailler, qui ne renoncent pas à ça. On a mis en place le programme Pireté, donc pour l'incitation à la rétention de travailleurs essentiels. C'était 100 $ par semaine, donc pendant 16 semaines, ça leur donnait 1 600. Puis là, vous voyez qu'ils se retrouvaient à peu près à 100 $ près au même montant qu'ils auraient eu s'ils il était tombé sur la PCU et n'avait pas travaillé pendant ces mêmes 4 mois-là. Donc, il y a tout cet enjeu-là de l'incitation au travail qu'il va falloir considérer. Et ça va faire partie ici, évidemment, là, de nos leçons apprises. La première leçon apprise, peut-être avec la PCU, c'est d'abord et avant tout, c'est d'avoir un système robuste de gestion à l'assurance-emploi, d'être capable de l'adapter facilement, d'être capable d'ajouter des bénéficiaires, de changer les paramètres, ce qu'on n'avait pas au moment de la pandémie. Une deuxième leçon apprise, c'est qu'une fois qu'on met en place des nouveaux programmes, d'avoir un canal d'information qui est unique. Donc, le fait d'avoir agi avec un ministère et l'Agence du revenu du Canada, ça n'a peut-être pas aidé à avoir de l'uniformité dans la diffusion des règles. Un autre élément qu'il faut garder en compte comme leçon apprise, c'est on était vite à mettre en place les paramètres de la PCU. Ça, c'est parfait. Mais lorsqu'on s'apercevait qu'il y avait des problèmes, on était moins vite à les corriger. Donc, l'interaction qu'il y avait entre la PCU et la subvention salariale, qu'on n'a pas encore parlé, l'interaction entre la PCU et l'aide sociale des provinces. Donc, quand il y avait ces problèmes-là, on n'a pas été aussi prompt à vouloir les corriger qu'on l'était pour mettre en place le programme. Ça fait peut-être partie des leçons apprises. Je vous ai déjà parlé, donc, lorsqu'on conçoit ce type de programme-là, d'avoir en tête toujours l'effet que faut que l'incitation au travail demeure. Il y a aussi des interactions à prendre en compte avec les programmes sociaux-fiscaux qui existent. Donc, prendre en compte l'interaction que ces mesures-là peuvent avoir, la nouvelle mesure avec les mesures existantes. Il faut que le tout, évidemment, reste cohérent. Et enfin, on voulait aller vite, mais la vérificatrice générale a détecté quand même qu'il y avait des problèmes de contrôle. Donc, si on envoie des prestations sur la simple parole des contribuables, ça peut mener à des abus. Donc, il faudra avoir des contrôles rapides en amont, donc mettre en place des éléments administratifs pour être capable de le faire rapidement.
quand même des leçons apprises. Il faut quand même reconnaître, le gouvernement fédéral a été rapide. Lorsqu'on a mis un terme à la PCU et qu'on l'a remplacé par l'assurance emploi simplifiée et la prestation canadienne de relance économique qui avait 3 noms différents là, selon les raisons. Là. Donc, la nouvelle prestation canadienne de relance économique avait des retenues à la source. Donc, on a tenu compte d'un irritant potentiel comme leçon apprise. Il fallait être à la recherche d'un emploi, donc il y avait une valeur ajoutée à ça. Et il n'y avait pas de prestation qui était universelle. Donc, à la fin, si les revenus étaient élevés, bien, on pouvait perdre les prestations compte tenu des autres revenus qu'on aurait pu gagner. Donc, ça fait partie des leçons apprises de l'après-PCU. Je crois qu'il faut le garder en tête pour les prochaines crises qui pourraient y avoir. Suzy, il n'y a pas de son. Pas de son. Merci. Je continue donc avec un autre acronyme, la SSUC, Subvention salariale d'urgence du Canada, donc une mesure pour les entreprises cette fois-là. C'est la mesure qui a été la plus coûteuse dans le plan d'intervention économique du Canada. Donc, c'est une mesure importante pour les entreprises. Elle a donc été annoncée le 27 mars 2020. Elle était aussi offerte rétroactivement. Son objectif principal, donc, c'était d'éviter les mises à pied ou de garder un lien d'emploi, donc favoriser le maintien en poste des employés, même s'ils ne pouvaient pas travailler, ce qui avait pour effet, comme avantage potentiel, c'est de permettre une reprise rapide ou une relance rapide dès que l'économie était pour réouvrir. Donc, c'était l'objectif principal, garder ce lien d'emploi-là, donc de subventionner le travail. Elle complétait une subvention salariale qui était déjà là, la subvention salariale temporaire de 10 %, mais elle était plus large, plus costaude, en fait, comme mesure. Qu'est-ce qu'elle offrait, cette mesure-là? Grosso modo, elle offrait 75 %, une subvention égale à 75 % de la rémunération d'avant la date de pandémie, pour un maximum de 847 $ par semaine pour les employeurs qui connaissaient une baisse de revenus d'au moins 30 % pour un mois donné par rapport au même mois de l'année précédente. Donc, ça, c'était les paramètres initiaux de la mesure. C'était le genre de mesure qui était mis de l'avant aussi par les analyses de l'OCDE, toujours en ayant en tête l'idée de permettre une relance rapide à la réouverture de l'économie. Donc, cette mesure-là aussi a connu une évolution dans le temps. Il y a eu des ajouts, des ajustements, toujours avec l'idée de se rendre vers la relance. Par contre, il faut savoir que si l'annonce a été faite le 27 mars, c'est juste le 27 avril qu'on a pu faire les premières demandes. Donc, avant que l'information soit connue aussi, ça n'a malheureusement pas permis d'éviter plusieurs mises à pied dans les phases pour les secteurs très touchés au départ, dans le début de la pandémie, parce qu'on ne connaissait pas bien les critères, on ne les comprenait pas bien à ce moment-là. Malgré tout, notons dans l'évolution des critères, on peut noter à mi-octobre un élément important où on a voulu harmoniser les paramètres de la subvention, les montants de la subvention avec les prestations d'assurance-emploi. Donc, il y a un effort de coordination ou de cohésion avec les différentes mesures qui existaient. C'est quand même intéressant de le noter. Donc, le taux de la subvention a pu varier aussi dans le temps, là. Donc, il y a plusieurs étapes et elle a pris fin en 2021. La subvention, donc, voulait sauvegarder des emplois. Est-ce que ça a fonctionné? Mais comme je le disais, c'était la mesure qui a coûté le plus cher. On parle de 100 milliards de montants versés à la grandeur du Canada. Le nombre d'employés bénéficiaires moyens pendant les 21 périodes, c'est au-delà de 4 millions de bénéficiaires. Donc oui, ça a permis de sauver ou de préserver plusieurs emplois. Le coût élevé, par contre, il y a quand même certaines lacunes qui ont été soulevées. Donc, on a noté que comme les salaires subventionnés, on subventionnait aussi les salaires des employés qui n'étaient pas nécessairement mis à pied, donc qui étaient toujours
au travers. Il y aurait donc une partie de la subvention qui aurait été versée pour des emplois qui, dans le fond, n'avaient pas été réellement affectés par la pandémie. Donc, il y a eu des correctifs qui ont pu être apportés ou qui devront, dans une prochaine fois, être encore plus costauds. Une partie des entreprises bénéficiaires, on s'est rendu compte aussi pendant la période, qui étaient bénéficiaires de la subvention, mais qui, malgré tout, ont pu être profitables à certains moments donnés et ont même pu verser certains dividendes. Fait que là aussi, il y a eu des correctifs parce que c'était un peu particulier. Donc là, il y a une réflexion pour peut-être limiter certains des critères. Donc, la subvention visait à maintenir les emplois. Ici, ce qu'on voit, c'est en mai 2020, quels sont les emplois qui ont pu être couverts par la subvention par rapport à ce qui existait, par rapport au nombre d'emplois qui existaient en février. Donc, ce qu'on voit que dans l'ensemble des secteurs, il y a 23% des emplois qui étaient couverts par la subvention salariale. Il y avait 60% des emplois qui étaient maintenus sans la subvention et il y avait des pertes d'emplois. Évidemment, par secteur, les effets n'ont pas tous été les mêmes. Ici, on donne quelques exemples de 3 secteurs. Finance et assurance, on voit que ça n'a pas été très affecté par les fermetures ou beaucoup moins, parce que dès le mois de mai, on voit qu'il y a 93% des emplois qui sont maintenus sans subvention. Dans le secteur de la construction, par contre, il y a 44% des emplois qui ont été couverts par la subvention salariale, donc un secteur qui a bénéficié beaucoup de la subvention. À l'autre extrême, on a, pas à l'autre extrême, mais dans hébergement et restauration, c'est 55% cette fois-là qui ont perdu leur emploi, donc il y a eu des pertes d'emploi. Et donc, seulement 30% qui est donc un secteur très affecté par la pandémie. Il y a 30% qui ont été couverts par la subvention salariale. Dans le cas de l'hébergement et de la restauration, on peut aussi penser que les notions d'incitation dont Luc parlait ou de problématiques d'appariement avec la PCU, probablement que c'était plus intéressant pour les employés ou les anciens employés d'avoir la PCU que d'avoir la subvention qui était un 75% du salaire pré-pandémie. Quel constat peut-on faire dans le cas de la subvention salariale? Un des constats importants, c'est les délais justement dans la connaissance des paramètres de la subvention avec l'annonce de la PCU, ce qui a fait en sorte que devant l'incertitude de ce à quoi c'était pour ressembler, il y a eu beaucoup de mises à pied au départ. Complexité liée à l'utilisation de la subvention salariale. En effet, les gens ne savaient pas trop sur quel pied danser au départ. C'était pas si simple. Il y avait aussi une incertitude de subir une baisse de revenus. Est-ce que le mois prochain, ma baisse va être suffisante pour que je puisse continuer à obtenir la subvention? Il y avait beaucoup de ces éléments-là dans la réaction des entreprises et des employeurs. Là aussi, il faut le noter malgré tout que pendant la période, il y a eu des ajustements qui sont faits pour répondre à ces incertitudes-là ou à cette inquiétude-là. On a permis, par exemple, que dès le mois, lorsqu'on était bénéficiaire un mois, automatiquement, on pouvait être bénéficiaire le mois suivant avant d'avoir à refaire finalement une preuve des baisses de revenus suffisantes. Donc, il y a eu des ajustements en cours de route. Quelles sont les leçons apprises pour la PCU, pour la subvention salariale d'urgence, pour la subvention salariale? Donc, une meilleure synchronisation avec la PCU, on en a déjà parlé un peu. Une meilleure clarté sur ce que doivent payer les employeurs. L'idée derrière ça, c'est que pendant une période, on a pensé qu'il fallait, si la subvention était 75%, c'est que les employeurs devaient combler le 25% restant pour se rendre à 100%. Or, dans les faits, pendant une longue période, c'était possible de verser uniquement le 75% lorsque les employés ne travaillaient pas. Donc, ça aussi, ça a fait en sorte que les employeurs disaient « je ne pourrais même pas payer le 25%, donc je mets à pied mes travailleurs ». Donc, ces incertitudes-là ou cette manque de clarté a pu nuire un peu à l'adhésion à la subvention salariale. Point important, importance de prendre en compte les commentaires reçus lors des consultations. Ça a été fait. Il y a eu des consultations pendant la période d'existence de la subvention salariale et il y a eu des ajustements lorsque on a pris en compte les commentaires. Donc, c'est naturellement une bonne chose en termes de politique publique d'essayer de s'ajuster le plus rapidement possible.
Un autre bon point, c'est de viser une symétrie ou une cohésion dans les prestations de la subvention avec ce qui existe comme prestation d'assurance-emploi. C'est une bonne chose, donc c'est un atout. Et finalement, une nécessité qu'il y ait un meilleur arrimage, que l'ARC ait de meilleures données. Là aussi, la vérificatrice générale a dit que ça aurait pris davantage de données pour bien comprendre, pour effectuer des meilleurs contrôles pré-versement pour différents facteurs. Le nerf de la guerre, les données, on va assurément en reparler aussi. Autre programme important ou notable pour les entreprises, c'est la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Là aussi, on va subventionner, je ne le passerai pas tout en détail, là, mais on va subventionner un pourcentage du loyer en fonction des baisses de revenus. Cette mesure-là a été annoncée le 9 octobre. Elle était rétroactive au 27 septembre et elle remplaçait un autre programme qui était l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, un programme qui, lui, avait été plus ou moins, je dirais, pas très bien accueilli, qui était complexe, qui était plus difficile et qui avait certaines lacunes. La subvention d'urgence du Canada, elle a été moins utilisée que les autres mesures pour les entreprises, notamment parce qu'elle est arrivée en octobre. Elle est arrivée en octobre, mais les paramètres ont été connus, les détails de la mesure ont été connus uniquement le 5 novembre. Donc, ça a été quand même beaucoup moins utilisé. Vous pourrez revoir les différents éléments, mais je vous ramène surtout aux leçons apprises. La plus grande leçon apprise par rapport à ça, puis là, on doit quand même noter cette importance-là, c'est que cette subvention d'urgence pour le loyer, elle a bénéficié de l'expérience de la mesure qui était l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Tous les éléments qui n'avaient pas été appréciés dans cette mesure-là ont été corrigés dans la subvention d'urgence pour le loyer commercial. Donc, le soutien est offert aux propriétaires et non seulement aux locataires. C'était un point qui était pas le cas dans la mesure précédente. C'était pas restreint seulement aux petites entreprises et les locataires n'avaient pas à impliquer leurs propriétaires pour bénéficier de l'aide. Donc, ça, c'est 3 éléments qui ont été corrigés en mettant en place cette nouvelle mesure. Un autre atout important, c'est que le traitement fiscal et le calcul de la subvention étaient très similaires à ce qui se faisait pour la subvention salariale elle-même. Donc là aussi, c'était plus facile pour les employeurs qui en ont bénéficié de s'adapter à cette politique-là. Là aussi, c'est un atout. Le plus grand désavantage de cette mesure-là, c'est qu'elle a été implantée tardivement. Donc, comme elle a été implantée tardivement, ça a fait en sorte qu'elle a été moins utile. Elle n'est pas arrivée au bon moment, au moment où les gens en avaient réellement besoin. Voilà. Et là, maintenant, nous reprenons avec le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le QEC. Donc, un programme qui a été mis en place en même temps que la subvention salariale et 2 jours après la PCU. Et donc, un programme donc, qui était d'abord et avant tout pour offrir de la liquidité aux entreprises. Une particularité cette fois-là, c'est que le programme était géré par les institutions financières dans un partenariat avec Exportation et Développement Canada. Donc, c'était une particularité. Et les paramètres initiaux, un prêt maximal de 40 000 par entreprise. Et on annonçait déjà à ce jour-là que si vous remboursiez votre prêt dans les délais avant le 31 décembre 2022, il y aurait un 10 000 du 40 000 que vous n'auriez pas à rembourser. Donc, ça faisait partie des paramètres initiaux. Au fil du temps, on a effectivement ajusté des critères dans les mois qui ont suivi. On a fait des annonces pour admettre plus d'entreprises dans le mois de juin. On a haussé, on a dit c'est 40 000, c'est insuffisant, on va aller jusqu'à 60 000. Et tantôt, on disait que c'était 10 000 du 40 000 qui ne seraient pas remboursés possiblement. Et là, on disait dans le 20 000 additionnel, il y aurait la moitié, 10 000, donc qui ne serait pas à être remboursé si on remboursait à temps. Là, vous voyez, on s'est rendu jusqu'en 2022, même 2023 pour les dates limites pour les remboursements. Donc, il y a eu plusieurs reports et de prolongations de délais parce que rembourser, rendu plus loin pour les entreprises, ce n'était pas un exercice nécessairement facile. Donc, vous voyez quand même qu'il y a eu 900 000 entreprises qui ont reçu des prêts. On parle d'un programme de 50 de milliards.
Et tantôt, on parlait des montants moyens. Pour la PCU, on parlait de 9 200. Pour la subvention salariale, on parlait d'à peu près 9 200. Là, on est 5 fois plus. On est à 55 000 de montant moyen par entreprise de compte d'urgence, donc le QEC. Et là, vous voyez quand même 85 des PME québécoises qui ont fait une demande pour avoir le QEC dans le troisième trimestre de 2021. Donc, c'est quand même un programme qui a été utilisé fortement et avec un coût significatif. Ce qu'on peut voir ici, ça a certainement permis d'allonger la période de survie de certaines entreprises qui avaient déjà atteint une capacité d'endettement maximale. Donc, ils ne pouvaient plus emprunter. Et là, arrivaient ces prêts-là. Et là, ça a diminué le nombre de faillites et de propositions de faillite dans les années où on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait plus. 2020-2021, on voit une baisse du nombre de faillites par rapport aux années précédentes. C'est le cas tant au Canada qu'au Québec. Et donc, mais par la suite, quand on voit, on peut s'apercevoir que ça a probablement été un report de faillite plutôt qu'une diminution du nombre de faillites réelles, parce qu'on voit que par la suite, post-2021, le nombre de faillites réaugmente et donc il y a des montants, des nombres quand même assez significatifs. Et donc, si on va directement aux leçons apprises pour le QEC, il faut peut-être se questionner là, sur pourquoi le jour de l'annonce, on dit déjà aux gens, empruntez de l'argent, puis on va vous en rembourser 25 voire plus. Donc, c'est sûr que ça l'amène un attrait à demander de l'argent, même si on n'en a pas de besoin, si on sait qu'on va se faire rembourser 25 ou 33 de ce montant-là. Il y a peut-être un effort à faire en termes de leçons apprises pour limiter aux entreprises qui sont les plus affectées par la crise. Donc, analyser les dossiers, peut-être même les prioriser, ça fait partie des leçons apprises. Peut-être voir aussi la possibilité de ne pas donner la gestion des admissibilités au programme à un sous-traitant, que ce soit des institutions financières ou autres, mais le faire directement par des organismes paragouvernementaux. Puis peut-être avoir un meilleur contrôle en amont là, afin de limiter là, les prêts qui ne sont pas opportuns, là, d'avoir un meilleur portrait en amont. Et enfin, s'assurer que les règles soient claires, là, parce que là-dedans, il y avait vraiment un enjeu où les règles apparaissaient pas claires à tout moment. Et donc, ça peut entraîner des gens qui demandent les prêts et qui, par la suite, ont peine à les rembourser. Donc, on passe maintenant à une brève analyse de la réponse fiscale municipale à la COVID. Donc, premièrement, chose à se rappeler, la crise débute alors que dans plusieurs villes, le versement du premier paiement de taxe foncière, donc qui est de loin le principal prélèvement fiscal des municipalités, est dû pour bientôt lorsqu'il n'est pas déjà payé. Donc, la réponse doit arriver rapidement. Puis, dès le 17 mars, l'Union des municipalités du Québec recommande à ses membres de suspendre les intérêts sur les paiements de taxes foncières qui sont en retard, donc pour donner un peu de répit. La réponse arrive effectivement très rapidement. Donc, dans les jours qui suivent, il y a plusieurs municipalités qui reportent l'échéance des paiements de taxes foncières ou qui suspendent les intérêts. L'objectif, c'est, comme on l'a déjà dit plus tôt dans la présentation à quelques reprises, c'est que les contribuables puissent conserver plus de liquidité pour la crise qui s'annonce temporaire à ce moment-là. Donc, comment est-ce que ça se traduit? Il y a un grand nombre de municipalités qui vont de l'avant. La réponse, elle va prendre la forme de soit de réduction ou d'élimination des intérêts sur les paiements en retard, de report des dates d'échéance pour les impôts fonciers, puis, de manière un peu moins fréquente, mais quand même, de report des paiements de droits de mutation immobilière. Sauf que les municipalités voient aussi qu'il y a des pressions à venir sur leurs finances, donc sur les finances municipales, si bien que dans plusieurs villes, on demande aux citoyens qui sont capables de payer quand même, malgré les reports qui sont possibles. Puis, je prends une seconde pour faire une petite anecdote qui est tirée d'entrevues que je mène actuellement dans un projet sur la fiscalité municipale avec des élus et des administrateurs municipaux. Donc, dans plusieurs municipalités, on a assisté à très peu de retard de paiement finalement. J'ai même des villes qui m'ont indiqué que des citoyens ont payé plus vite. Donc, quand ils ont fait l'appel à payer si vous êtes capable, il y a des citoyens qui, plutôt que verser par versement étalé, ont versé d'un coup l'ensemble des taxes municipales pour l'année en question. La crise devient plus longue que prévu initialement, donc les municipalités commencent dès avril à se questionner sur l'impact de la COVID sur les finances municipales. On s'inquiète que les mesures de distanciation, notamment, fassent exploser le coût des services qui sont fournis par les municipalités. Et donc, on a même la Fédération canadienne des municipalités qui anticipe des hausses de taxes foncières qui pourraient aller de 15 à 56%. Donc, et l'inquiétude n'est pas seulement au Québec. Donc, vous voyez en avril, là, par exemple, le maire de Vancouver se questionne publiquement à savoir si la ville n'est pas à risque de faillite.
En plus des dépenses qui sont liées à la distanciation, des augmentations de coûts de services publics qui sont fournis, on anticipe aussi des pertes de revenus importantes, donc notamment en lien avec la chute de l'utilisation des transports en commun, puis la diminution des droits de mutation immobilière, donc la taxe de bienvenue. On a visé assez juste en matière de transport en commun, où est-ce que les effets de la pandémie se font encore sentir aujourd'hui. Par contre, on était dans l'erreur relativement aux droits de mutation, qui ont connu des années vraiment exceptionnelles en 2020, avec une augmentation de 10% pour l'ensemble du Québec, mais surtout en 2021, où est-ce que les droits de mutation ont augmenté d'une année à l'autre de près de 35%. Donc, en 2021, la proportion des revenus qui provenaient des droits de mutation, si on les met en proportion de l'ensemble des revenus des municipalités, a dépassé les 5%, alors que généralement, on est plus aux alentours de 3,5%, en tout cas sous la barre des 4%. Ces inquiétudes-là ont amené plusieurs municipalités à envisager de faire des déficits, alors que ce n'est pas permis par la loi pour les municipalités. Il y a même un rapport d'experts de la Ville de Montréal qui recommandait la levée de l'interdiction de faire des déficits pour les municipalités. Par contre, un petit peu plus tard dans l'année, Québec a complètement fermé la porte à cette avenue-là de faire des déficits. Mais si on revient au rapport d'experts de la page précédente, ce qu'il disait aussi, c'est que, dans le fond, un message qui était peut-être encore plus important, c'est que les municipalités doivent avoir l'appui des gouvernements supérieurs pour pallier les contre-coups d'une crise comme celle de la COVID. Et d'ailleurs, que c'était ce qui était observé à l'international. Donc, cette aide-là, elle est venue pas trop longtemps après. On a annoncé une enveloppe de 2,3 milliards de dollars d'aide aux municipalités, soit environ 1,2 milliard pour les sociétés de transport collectif, puis 800 millions pour les municipalités afin de couvrir les coûts supplémentaires puis les pertes de revenus qui étaient occasionnées par la COVID. Puis, comme vous voyez à l'écran, le ministre des Finances disait qu'il souhaitait que cette aide-là permette aux municipalités d'éviter des hausses de fardeau fiscal des particuliers et des entreprises, puis d'éviter aussi des réductions de services. Les transferts sont assez importants, puis les conditions étaient relativement limitées, ce qui fait dire à un certain nombre d'administrateurs et d'élus municipaux que j'ai rencontrés dans le cadre de mes projets de recherche à quand la prochaine pandémie, mais vraiment au sens des transferts, donc au sens où est-ce que la lourdeur des conditions puis des redditions de comptes qui sont souvent associées à des programmes du gouvernement, qui sont souvent évoqués, c'était vraiment pas le cas pour ces transferts-là. Le ministre des Finances a été entendu. Il y a plusieurs villes qui ont gelé leur compte de taxes pour 2021. On peut penser notamment à Montréal, Québec, Longueuil, Laval, puis Lévis, mais aussi à plusieurs petites municipalités. Les transferts du gouvernement du Québec ont joué pour beaucoup, mais il y a eu également aussi, comme on disait tout à l'heure, des hausses des droits de mutation. Puis le fait que, même s'il y a des dépenses qui ont augmenté en raison de la distanciation, il y a aussi eu des baisses de dépenses, donc par exemple des projets qui ont été reportés, des services de loisirs qui n'ont pas été réalisés, puis par exemple des économies liées à l'ouverture des édifices municipaux. Là, je vois dans les commentaires que les diapos ne semblent pas avancer. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, ça avance très bien. Ça avance. Je crois okay, que c'est peut-être quelqu'un qui est en bas de l'écran à jouer avec le curseur pour modifier eux-mêmes les diapos. Par la suite, c'est sûr qu'on n'est plus au diapason. Bon, mais nous, tes diapos suivent bien le rythme. Merveilleux. Je poursuis dans ce cas-là. Puis c'est ça, le gel de taxes dont on vient de parler, il a été tellement généralisé que le maire de Gatineau s'est fait décerner un prix Presse Citron par la Fédération canadienne des contribuables pour une hausse de taxes qui était somme toute modeste là, de 2,1%. Mais c'est surtout pour montrer l'effet généralisé de ces gels de taxes-là, des diminutions, des augmentations très légères des taxes municipales qu'il y a eu au cours de l'année. Aujourd'hui, par contre, il y a plusieurs municipalités qui ont gelé leurs taxes en raison de la pandémie ou pour d'autres raisons qui en payent le prix parce que le gel des taxes a des conséquences dans le futur, puis que souvent, on n'est pas prêt à aller jusqu'à l'inflation dans les hausses de grosses années. Donc quand on va plus bas certaines années, ça devient plus difficile à rattraper. Quelles leçons retenir de tout ça pour les municipalités? D'abord, les leviers fiscaux sont limités en matière de fiscalité municipale. Donc, les mesures de report ont été peu coûteuses pour les municipalités, mais elles ont été utiles essentiellement parce que la crise est survenue pendant une période où est-ce que les paiements étaient dus. Si c'était survenu à un autre moment dans l'année, on n'aurait pas eu le même impact. Pour une crise majeure qui implique l'ensemble des municipalités, mais le support des autres gouvernements, puis principalement celui du Québec, il va généralement être requis pour absorber le choc. Sachant qu'il y a un support qui va venir, mais ce serait important d'essayer de prendre un peu plus de recul pour mieux mesurer les impacts, puis cibler les aides. Donc, c'est revenu souvent aujourd'hui, mais faire un meilleur ciblage des aides qui apparaissent avoir été un petit peu déficients donc, dans ce cas-ci.
Puis finalement, aussi se rappeler que la coordination de la réponse de plus de 1100 municipalités amène des enjeux. Donc, le rôle des fédérations municipales, comme l'UMQ dont on parlait tantôt, ou la FQM est important, et des autres acteurs aussi. Puis que le mimétisme est assez fort dans le milieu municipal. Donc, ça rend encore plus important la réponse des précurseurs. Puis ça peut devenir difficile pour une ville de ne pas appliquer des mesures si plusieurs autres le font puis que c'est médiatisé, par exemple pour le gel des taxes. Donc, essayer de réfléchir à cette coordination-là de la réponse. Parfait. Nous voilà rendus, dans le fond, à la fin de la présentation. Il reste quand même quelques diapos, mais on est vraiment dans les constats 5 ans après. Constats et retour un peu sur les leçons apprises. On conçoit assez bien là, que élaborer des programmes dans un monde normal, ça prend du temps. Donc, concevoir un programme, normalement, ça prend du temps. Et là, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Donc, c'était hors norme par rapport à l'élaboration d'un programme habituel, ce qui amène évidemment à peut-être certaines critiques qu'il faut faire attention de faire, mais essayer de tirer les leçons apprises pour que les prochaines fois, tout se fasse mieux. Donc, mettre en place des mesures comme ça dans un délai rapide pour donner de la liquidité aux ménages et aux entreprises, ça reste quand même une bonne idée. Il faut quand même garder ça à l'esprit, même si on n'avait pas tous les bons paramètres dès le départ. On peut généralement reconnaître que on s'attend à ce que le niveau d'intervention ait aidé vraiment à atténuer les effets sur le PIB. Ici, ce qu'on voit dans ce graphique, ce nuage de points-là, c'est une analyse des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine qui a établi une corrélation entre le niveau des dépenses pandémiques, donc sur l'axe vertical, donc l'axe des Y, et une corrélation avec l'effet sur le recul du PIB en pourcentage, donc sur l'axe horizontal. Donc, ce qu'on note, donc ce que la corrélation faible, mais tout de même là, qui est notée, c'est que plus le niveau d'intervention ou de dépenses pandémiques avait été élevé, moins le recul est important. Donc, comme je le disais, ce n'est pas nécessairement très fort. Il y a d'autres facteurs qui expliquent, bien sûr, l'effet moindre sur le recul du PIB, mais on s'attend à ce que le niveau d'intervention ait joué également. À tout le moins, on peut s'assurer on peut penser ou présumer que les mesures déployées ont permis de soutenir la consommation des ménages. Ici, ce qu'on voit, c'est justement l'évolution de la dépense de consommation annuelle des ménages avec la tendance pré-pandémique. Donc, on voit qu'après le choc de la pandémie, il y a un retour assez rapide plus ou moins rapide vers la tendance qui est certainement qui a été aidée par les mesures de soutien. Les mesures d'intervention. Si les mesures étaient une bonne chose, ça n'empêche pas de se poser la question, maintenant que l'urgence est derrière nous, est-ce qu'on peut faire mieux? Et oui, évidemment, on peut faire mieux. On peut faire mieux en visant mieux les personnes et les entreprises atteintes. On peut faire mieux en évitant la surenchère et on peut faire mieux en améliorant la capacité administrative. C'est un peu ce qu'on va voir là, dans les prochaines diapos. Donc, quand on examine les pertes moyennes de revenus puis les variations moyennes de transfert par habitant, on peut voir, c'est assez clair là, à l'écran, que les Canadiens ont connu un accroissement de leurs revenus disponibles en 2020 malgré la crise pandémique. Donc, vous voyez, le revenu disponible est plus élevé. Et puis, il y a un équilibre à trouver pour éviter de surcompenser. Donc, lorsqu'on décortique par revenu disponible des ménages par quintile, on voit que la hausse a été temporaire, par contre, pour les deuxième et troisième quintiles. Le revenu disponible de 2020 étant plus élevé que celui de 2021 puis 2022. Pour le premier quintile, on voit que le revenu disponible, si vous regardez le quintile 1, a été plus élevé en 2021 également pour finalement revenir à un niveau plus bas en 2022. Puis on peut noter aussi que pour le cinquième quintile, celui-là, on a un revenu qui a reculé, le revenu disponible des ménages qui a reculé en 2020 par rapport à celui de l'année précédente. Puis, ici, on s'en va dans le fond quand on mentionnait d'essayer d'éviter la surenchère. Bien, il faut comprendre, là, il faut bien comprendre les rôles des gouvernements. Donc, ce n'est pas parce que le gouvernement fédéral bonifie son crédit de TPS que le gouvernement du Québec est obligé de bonifier son crédit de solidarité. Donc, une fois que l'action est faite, l'argent est transmis dans la poche des ménages, on n'a pas besoin de le faire en double. Donc, ça, il faut le garder en tête. Puis, il faut aussi garder en tête là, que oui, on veut être le plus équitable possible, mais
pour être le plus équitable possible, il faut avoir malgré tout des règles simples et il fallait quand même transmettre un minimum de clarté. Et dans ce cas-là, essayer de mieux cibler là, vers les entreprises qui étaient les plus affectées. Là. Donc ça reste, à notre avis, un incontournable. En matière de cohésion, il faut quand même comprendre aussi, là, donc, par exemple, à l'occasion, on a bonifié l'allocation canadienne pour enfants. Mais tu sais, l'allocation canadienne pour enfants, mettons pour un couple pour 2 enfants, les moins nantis ont droit à des montants plus élevés. Ça diminue progressivement jusqu'à 200 000 $. Si on bonifie les prestations, bien là, on s'est trouvé de la façon dont la bonification a été faite à créer des nouveaux bénéficiaires au-delà de 200 000. Il n'y avait pas des gros montants, mais il y avait quand même des montants. Donc, il y a du monde qui n'avait pas droit de l'allocation canadienne pour enfants, qui se trouvait à y avoir droit suite à la bonification. On peut s'interroger là, si c'est la bonne façon de mettre en place des bonifications. T'sais, on aurait pu le limiter simplement à ceux qui étaient admissibles à la prestation avant la bonification. Même chose un peu pour la pension de sécurité de la vieillesse. T'sais, ça aussi, il faut quand même rester cohérent. Là. Donc, la pension de sécurité de la vieillesse est imposable. La bonification qu'on a faite à la pension de sécurité de la vieillesse ne l'était pas. On peut se demander pourquoi. Après ça, pour la pension de sécurité de la vieillesse, au-delà d'un certain seuil, on perd partiellement ou totalement la pension de sécurité de la vieillesse, mais même si on était dans la phase où on n'avait pas la pleine prestation parce qu'on était, entre guillemets, trop riche pour avoir la pleine prestation, mais on avait droit à la bonification. Donc, c'est tous des aspects, mettons, en termes d'élaboration de politique publique, qu'on pourrait avoir un meilleur contrôle pour éviter un peu la surenchère dans ce contexte-là. En ce qui concerne les capacités à offrir, donc pas juste les paramètres, mais juste carrément les mécanismes pour offrir des prestations, ben, il y a des choses qu'on pourrait faire pour être mieux équipé la prochaine fois. Donc, une des premières choses qui serait pertinente d'envisager, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est d'avoir un système de ce qu'on appelle la paie électronique. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, le gouvernement reçoit l'info sur les salaires des employés dans les entreprises une seule fois quand l'année est terminée. Ils reçoivent de l'argent en cours de route, des versements de retenue à la source, mais ils n'ont pas l'information sur une base individualisée. De la même façon, pour que le système d'assurance d'emploi fonctionne, il faut que les entreprises émettent des relevés d'emploi et elles ne le font que si la personne est licenciée ou va perdre son emploi. Un système de paie électronique, essentiellement, c'est de remplacer ça par un système qui est individualisé et en continu. Et donc, les entreprises en continu envoient l'information à l'ARC et possiblement à EDSC sur les salaires versés et la situation d'emploi de tous leurs employés. Ça fait que on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe de façon beaucoup plus granulaire. On est capable de savoir qu'est-ce qui se passe, même si les gens n'ont pas fait une déclaration d'impôt pour l'année précédente. C'est un des gros problèmes qu'on a eu pour faire fonctionner la PCU, mais aussi la subvention salariale. Donc ça, c'est une des choses vraiment critiques. Plein de pays font ça et nous, on ne le fait pas. C'est quelque chose sur lequel l'ARC travaille. Ils ont terminé une consultation là-dessus en 2022. Ils ont fait un sondage sur l'acceptabilité de la chose en 2023. L'industrie du logiciel de la paye pousse pour que ça arrive. C'est quelque chose, ça fait longtemps qu'ils le réclament. Mais il ne se passe pas grand-chose. En fait, on ne sait pas si c'est encore en train de progresser. C'est prévu que ça soit mis en place, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Évidemment, on est déjà à l'aube d'une nouvelle crise et vraisemblablement, on n'aura pas ce système-là avant de devoir déjà envisager des programmes comme on le fait en ce moment. L'assurance emploi, outre le fait de recevoir justement ces relevés d'emploi des employeurs, son système informatique en soi a été un goulot d'étranglement pendant la COVID. Donc, le vieux système informatique de l'assurance emploi, essentiellement, ne pouvait juste pas gérer le volume existant de demandes qui est arrivé pendant la COVID. Donc, habituellement, le système d'assurance emploi, il traite à peu près 3 millions de demandes par année, puis ça lui prend en moyenne 19 jours pour les traiter. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 8 millions de demandes à la PCU. Donc, bien au-delà de la capacité d'un système qui n'était pas particulièrement rapide non plus dans un contexte d'urgence. Donc, ça, c'est absolument quelque chose qui est à faire. EDSC travaille à réformer son système d'administration des prestations depuis 2017. Donc, ça fait très longtemps. On a rajouté des sommes là-dessus
après la pandémie. C'est toujours pas terminé. En fait, on a priorisé la pension de sécurité de vieillesse avant l'assurance emploi dans cette réforme-là, parce que c'est le plus vieux des systèmes et donc le plus vulnérable. Et bon, c'est un hasard, mais ce matin, il y avait un article à Radio-Canada, justement, le déploiement de la seule composante PSV de ce nouveau système d'administration des prestations semble être relativement à risque. Donc, on s'est supposé d'arriver dans les prochaines semaines et on n'est pas certain que ça va fonctionner dès le départ, que toutes les composantes vont être installées. Et évidemment, ça n'est que la portion PSV, qui est un programme, somme toute, extrêmement plus simple que l'assurance emploi. Évidemment, la refonte d'un système informatique, ça devrait aussi permettre d'avoir un système qui est plus flexible. Donc, quand on veut, par exemple, couvrir plus de gens, changer les délais de carence, le système informatique actuel, non seulement il ne traite pas beaucoup de demandes, mais en plus, il est très rigide quand on essaye d'assouplir les programmes. Finalement, un autre des défis qu'on a eu, non seulement on n'avait pas d'informations en temps réel sur les salaires versés par les employés, mais on avait aussi, on a généralement un système où faire sa déclaration d'impôt est relativement long, relativement fastidieux. Et comme les crises ont, semble-t-il, le beau jeu d'arriver toujours pas loin de la saison des impôts, toute notre infrastructure qui dépend du revenu déclaré des gens est en soi vulnérable. Donc, pendant la COVID, on a dû repousser les dates de production et de déclaration, repousser les dates de paiement, juste carrément parce qu'on savait qu'il y a plein de gens qui n'allaient pas être capables de faire leur déclaration à temps dans un contexte différent de celui qu'ils connaissent habituellement. Et donc, ça devrait nous inciter à travailler beaucoup plus fort, à avoir un système de production de déclaration qui est moins coûteux individuellement, en argent, mais surtout en temps, en effort, en connaissance, pour que les personnes vulnérables soient capables de faire leur déclaration plus facilement, ce qui donc va rendre nos possibles prestations pour essayer de les aider plus efficaces parce qu'on va avoir une meilleure idée de leur situation. Et on aborde ici l'idée de est-ce qu'on a des réflexes conditionnés? Tu sais, comme il y a eu tellement d'interventions dans le cadre de la COVID, est-ce qu'on peut penser que par la suite, ben, soit pour les citoyens, on a créé des attentes que l'État était pour intervenir plus, et pour l'État de dire ben, on est capable de le faire, on l'a fait durant la pandémie. Les exemples qu'on peut soulever là, un peu de passé, c'est est-ce qu'il y aurait eu autant d'interventions qui auraient été faites dans le contexte de l'inflation coût de vie, tant du côté du Québec que du côté d'Ottawa? Il y a quand même eu plusieurs initiatives pour faire face à l'inflation et coût de vie. S'il n'y avait pas eu la pandémie, peut-être que les interventions auraient été plus modestes. Et là, on se retrouve aujourd'hui, à l'hiver 2025, avec toute l'idée que ce qu'on vit avec la guerre tarifaire, c'est un peu ce qu'on a vécu des similitudes avec la COVID. Il n'y a pas tant de similitudes que ça. Là. Oui, il y a certaines similitudes en termes de perte d'emploi, mais il y a surtout des distinctions. On ne connaît pas la durée de ce type d'intervention-là, alors que la pandémie, on se disait, il faut que l'économie ait le moins de perte de capacité de production parce qu'on savait que c'était un délai court et que par la suite revenir à son plein potentiel. Là, ici, c'est des changements qui pourraient être structuraux beaucoup plus longs. Donc, peut-être que ce n'est pas le même type d'intervention. À ce jour, on a déjà vu quelques interventions être faites. Donc, on revient, Suzy, tantôt à parler d'assurance-emploi temps partagé. C'est parmi les premières initiatives COVID et c'est parmi les premières initiatives qu'on a vu arriver dans les tarifs, dans l'imposition de tarifs. C'est sans doute une bonne chose. Par la suite, après, on a vu des programmes de prêt. Donc, si le modèle d'affaires reste viable, oui, les programmes de prêt restent totalement pertinents. Des programmes de formation, s'il y a un déplacement de la main-d'œuvre d'un secteur à l'autre, ça aussi, c'est des éléments qu'on peut dire, oui, on peut tirer profit de l'expérience COVID. Puis par la suite, il va falloir quand même être attentif. On ne peut pas refaire des programmes là, comme on a fait soit durant les coûts de vie, des programmes généreux et pas très ciblés, ou tirer les constats qui s'imposent de la pandémie pour avoir des programmes le plus adaptés et le plus ciblés possible. Pour le moment, ça semble quand même être le cas. Et on arrive finalement à la fameuse question, sommes-nous mieux préparés? Antoine a parlé quand même de critiques administratives. Là, je pense qu'on n'est pas entièrement mieux préparé du côté de l'angle administratif, du côté informatique notamment. Je pense qu'on veut être mieux préparé. Il y a aussi un élément important, c'est
faut laisser des traces. C'est un peu l'exercice dans toute modestie qu'on a fait aujourd'hui, mais il faut laisser des traces. T'sais. Donc, il faut écrire. Donc, si on veut refaire, il arrive des trucs comme ça, ben, il n'y a pas de raison que la pension de sécurité de la vieillesse ne soit pas imposable, la bonification, si la pension l'est. Si on ne peut pas aller vers l'assurance emploi, ça serait le premier pas il arrive des pertes d'emploi comme il y avait eu de manière massive durant la pandémie. Puis si on ne peut pas aller à l'assurance emploi, il faut penser à un autre programme. Bon, mettre en place la PCU et la subvention salariale en même temps, mais donner des paramètres un mois plus tard pour la subvention salariale, à tout prendre, peut-être qu'on est mieux de juste présenter un programme, mais rapidement dire les caractéristiques de ce programme-là, comme la subvention salariale qui semble avoir, somme toute, avoir eu des meilleurs paramètres pour relancer l'économie lorsque possible. Et donc, on est un peu mieux préparé, mais je ne pense pas qu'on a tiré toutes les leçons pour avoir le plein potentiel de ces leçons-là advenant une crise numéro 2. On arrive à la période de questions. Juste avant de vous laisser quelques minutes pour répondre aux questions, le ministre des Finances a déjà annoncé la date de son budget, le 25 mars prochain, le ministre des Finances du Québec. Et nous, à notre habitude, on va analyser ce budget-là avec notre petite équipe. On va le décortiquer pleinement pour être en mesure de vous faire un midi-conférence dès le lendemain midi. Donc, soyez avec nous si vous le souhaitez. Donc, inscrivez-vous, restez à l'affût de nos futurs événements. Et sur ça, je pense qu'on peut arrêter la présentation et passer à, si on a reçu quelques questions qu'on pourrait avoir reçues durant la présentation. Oui, en fait, j'ai 2 questions ici. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si on avait des comparaisons du soutien à l'économie effectué au Canada par rapport à ce qui a été effectué dans d'autres juridictions dans les pays du G7 ou à l'OCDE. Donc, comment est-ce que notre réponse, elle se compare avec ailleurs? Je l'ai vu passer, cet élément-là, mais je ne crois pas qu'on l'a mentionné dans l'étude de manière aussi spécifique qu'on l'a fait pour les provinces, là. Donc, en province, on avait un pourcentage du PIB. Mais pour les Suzy, tu sembles vouloir ajouter un oui, petit en fait, on a présenté quand même le niveau de dépenses directes de l'ensemble des administrations par pays, une comparaison. Tantôt, on n'a pas fait le point spécifiquement, mais comme j'ai vu la question pendant que d'autres présentaient, je suis retournée voir les chiffres du G7. Donc, on a un extrême où les États-Unis ont contribué à 25,5 de leur PIB en termes d'importance. Le Canada étant à 15,9 on est comme au milieu entre les pays de l'OCDE. Les États-Unis à un extrême. La France est à 9,6 et plus bas. On est collé sur le Japon et l'Allemagne. Donc, on se compare très bien. Je pense que les États-Unis, c'est un peu extrême en termes de poids, mais les autres, on est très comparable à ce qui se fait pour les pays du G7. Si on se limite à cette simple comparaison. Merci. Voilà. J'ai aussi quelqu'un qui nous a demandé si le directeur parlementaire du budget s'était penché sur les mesures de réponse à la COVID. Assurément qu'il s'y est penché, je crois. Là. Mais j'ai surtout souvenir du... Ben, je dis assurément, je ne peux pas être assuré à 100%, mais il faisait surtout un suivi solde budgétaire durant la pandémie comme telle. Par la suite, la vérificatrice générale du Canada a fait un rapport sur les interventions du gouvernement canadien notamment. Et la vérificatrice générale du Québec a fait un rapport sur les interventions du gouvernement du Québec. Je pense que les 2 vérificatrices ont fait un travail en ce sens-là pour évaluer les certaines lacunes des programmes qui avaient été mis en place. Tout à fait. Puis vous pourrez trouver, rapidement des références dans notre publication, là, quand Michael a fait un bon boulot aussi là, de noter, puis les références sont là et certainement des notations par rapport à les analyses qui ont été faites. Tommy, je te laisse aller. Sur le directeur parlementaire du budget pendant la pandémie, c'était une des principales sources de chiffrement. Il a fait beaucoup d'estimations des coûts des mesures en cours de route. Donc souvent, on avait des chiffres qui arrivaient plus vite du DPP que du gouvernement fédéral pour l'estimation des coûts des mesures. Tout à fait. Oui, tout à fait. On a quelqu'un qui nous demande si, c'est peut-être une question ouverture, si on a eu l'occasion de présenter les conclusions aux 2 ordres de gouvernement. Donc, je la prendrai pour dire, est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute pour le genre de choses qu'on peut dire de la part des gouvernements?
Bien, à ce jour, on n'a pas présenté. Donc, vous êtes les premiers à bénéficier de la présentation qu'on a faite. Donc, on ne l'a pas présenté à personne d'autre jusqu'à maintenant. La tradition veut qu'on transmette nos rapports au ministère des Finances du Québec. Donc, ils vont recevoir le rapport et ils pourraient en tirer les constats. Et au besoin, si les gens nous sollicitent, on est prêt évidemment à faire des présentations. Est-ce qu'il y a de l'écoute? Bon, je pense que oui, il y aurait de l'écoute. Le danger en ce moment, c'est de mélanger le contexte actuel qui est difficile versus, versus, versus la situation de recul versus 5 ans plus tôt, là. Parfait. Je pense on va terminer ici. Évidemment, je vous invite à aller lire la publication pour tous les détails. On n'a pas pu tout dire dans le temps qui était le nôtre. Et évidemment, on espère vous revoir le 26 prochain pour notre activité sur le budget du gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde.